Lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles, la coalition nationale contre l'exploitation illégale du bois est montée au créneau pour fustiger l'inaction du gouvernement dans le secteur. À l'issue de 2 jours de réunion, la CNCIB a publié un communiqué dans lequel elle attire l'attention des autorités pour une application, en tout cas sans faille, de la législation forestière en vigueur en République démocratique du Congo. Nous reviendrons également dans cette émission sur la situation qui prévaut dans les parcs nationaux et réserves naturelles de la RDC, qui du reste sont devenus en tout cas des sites dangereux pour la biodiversité animale et végétale, ainsi que pour les populations locales et autochtones. En pleine crise sanitaire, l'insalubrité se porte bien dans la ville de Kinshasa. Les érosions ne sont pas non plus en reste. La plupart des communes de la ville capitale sont en proie à des têtes d'érosion qui emportent tout sur leur passage. Notre équipe de reportage est passée dans les communes d'Ngalema et Kintambo pour faire le constat. Madame, Monsieur, bienvenue au magazine RDC Environnement. Comme vous le savez, c'est votre émission des questions environnementales et du développement durable, une production de la rédaction de l'agence Galaxy Media. Les détails, c'est tout de suite après ceci. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Ainsi, je vous le disais dans le sommaire, la Coalition nationale contre l'exploitation illégale du bois, la CNCIB en sigle, a réuni ses organes membres pour réfléchir sur l'exploitation illégale du bois par les sociétés installées dans la province de l'Équateur et particulièrement à Bokatola et Bolomba dans le territoire d'Ingende. Les 2 jours de réunion de la coalition ont été sanctionnés par un communiqué de presse. Voici les résumés de ce qu'ont été les 2 jours de réunion. Le commentaire est signé Michel Wangilokwa. Tenant compte des informations en sa possession et à l'issue des investigations menées sur le terrain, la Coalition nationale contre l'exploitation illégale du bois, CNCIB, vient de publier un communiqué faisant état d'une exploitation illégale du bois par les sociétés installées dans la province de l'Équateur, particulièrement à Bokatola et Bolomba, dans les territoires d'Ingende. Parmi les sociétés citées dans cette exploitation illégale figure Manema Union 2 sous l'appellation de Longjin Saru, une entreprise chinoise. Selon la CNCIB qui a réuni les organes membres le mercredi 6 et jeudi 7 mai 2020 au siège de l'action massive rurale faisant office du siège transitoire de la CNCIB, plusieurs faits sont reprochés à la société Manema Union 2, dont la violation grave de la réglementation forestière et les droits des communautés locales et peuples autochtones. Occasion pour Bienvenue Ngoyi, président du collège d'orientation, de circonscrire la réunion interorgane. Nous tenons également à remercier notre partenaire WWF RDC qui a vu naître cette coalition et qui est attentionné de façon un peu particulière par rapport à d'autres partenaires auprès de qui nous essayons de frapper la porte pour appuyer la CNCIB. Dans cette complicité, pour avoir vécu notre parcours en tant que coalition, nous sommes très sensibles également à cet attachement, à cet appui en direction de la CNCIB. C'est grâce à cet appui que nous essayons d'accomplir les missions qui sont les nôtres, à savoir principalement la lutte contre l'exploitation illégale du bois. Nous avons été quelque peu surpris par cette crise sanitaire de Covid-19 qui nous impose de nouvelles manières de travailler, qui nous impose la révision de toutes les approches de travail ainsi que les méthodes initialement prévues et qui nous impose une grande capacité de résilience pour que nous soyons à même de poursuivre le travail qui est le nôtre. En ces moments de confinement, nous apprenons à gauche, à droite qu'il y a regain d'exploitation illégale du bois parce que les choses ne fonctionnent pas normalement et chacun n'est plus à son poste de travail pour le contrôle au niveau du terrain. Cela nous pousse
à redoubler d'efforts pour que cette période ne soit pas une période où l'exploitation illégale du bois va s'installer en maître. Voilà pourquoi, en ce moment difficile, en concertation avec notre partenaire, nous avons voulu à ce que, d'un côté, nous réfléchissions sur notre stratégie de travail pendant cette période, que nous puissions réajuster notre plan de travail et que nous puissions choisir des activités prioritaires qui puissent nous aider à atteindre nos objectifs. Mais également concilier cela avec les sites critiques qui chauffent, dont on a fait allusion ici par notre partenaire, notamment sur les aspects liés à l'exploitation à Bolomba. Et nous profiterons donc de cette occasion sur le plan technique en pensant à l'organisation de la CNCIB et les défis qui sont les nôtres pendant cette période. Alain Parfait Ngulungu, représentant du partenaire qui a financé la tenue de cette réunion, a souligné que le WWF-RDC est disposé d'accompagner la coalition pour que le secteur forestier congolais soit géré de façon durable et permette à la population congolaise de vivre aussi de l'exploitation des ressources naturelles. Pour ramener, si vous voulez, les autres parties, notamment les ministères de l'Environnement à la raison, ainsi que l'entreprise, nous pensons qu'il est très important que la CNCEB prenne, comme on dit, les taureaux par les cornes pour voir dans quelle mesure on peut influencer les choses de manière positive pour ainsi améliorer la gouvernance forestière. C'est dans ce cadre que nous sommes en train d'appuyer la CNCEB pour voir dans quelle mesure cet appui que nous accordons à la CNCEB appuie justement ce travail d'analyse pour déceler justement à travers les faits et constats déjà soulevés, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour que justement on améliore notre gouvernance forestière. Raison pour laquelle nous sommes venus participer avec vous, avec tous ici, pour voir dans quelle mesure nous pouvons réfléchir à travers un communiqué et un plaidoyer qui vont s'en suivre pour amorcer des démarches en vue de ramener les autres parties à la raison. Ainsi, la CNCIB charge le gouvernement de la République de ne pas jouer pleinement son rôle pour faire appliquer les lois et règlements en matière d'exploitation des ressources naturelles, dont les forêts, par les sociétés qui exercent dans le secteur. En tant que partenaire important du gouvernement, la société civile joue sa partition pour alerter le gouvernement sur les abus qui sont constatés dans le secteur des forêts. La société civile de l'Équateur, c'est en fait la société civile elle est large. Elle est large. Et lorsque nous analysons ce qu'ils ont énuméré dans leur déclaration, au final, ils demandent à ce que Maniema Union parte. Nous, plutôt, à notre tour, ce que nous demandons, c'est quoi? C'est que l'État congolais, que la balle revienne à l'État congolais. Nous savons que les lois congolaises prévoient tout ce qu'il faut. Les lois congolaises sont claires. Si la criminalité, les lois, si le non-respect des lois, et ainsi de suite, il y a des choses qui sont prévues par nos lois ici qui régissent les secteurs. Il faut que les lois soient appliquées. Et celui qui est censé appliquer les lois, c'est l'État. C'est à l'État congolais de s'élever et de dire ce qu'il faut. Voilà. Je retourne plutôt les ballons dans les camps de l'État congolais. Nous apprenons aujourd'hui à travers certains médias, à travers certaines voix, que la société Maniema Union veut se conformer. Nous entendons cela et nous attendons que cela se concrétise. Mais si la société pense aujourd'hui se conformer, pourquoi ça n'a pas été le cas il y a 6 mois, il y a 1 an? Si ça vient aujourd'hui, ça commence à prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu la pression de la société civile. Donc, le travail de plaidoyer que nous faisons, c'est un travail difficile, c'est un travail continuel. Nous ne lâcherons jamais. Nous allons continuer à faire ce travail-là parce que les fruits sont là. Quand nous apprenons des sons, des cloches par-ci, par-là, que l'entreprise veut se conformer, ça dit qu'il y a quand même l'oreille qui est là, qui est en train de nous écouter. C'est pourquoi on ne s'arrête pas. On doit continuer.
La société civile environnementale congolaise ne cesse d'attirer l'attention des autorités en menant des investigations sur le terrain pour disposer des informations crédibles sur ce qui se passe réellement dans les zones d'exploitation forestière. Nous, en tant que société civile, nous sommes en train de le dire encore aujourd'hui, nous ne sommes pas contre que les opérateurs forestiers travaillent en RDC. Nous sommes bien d'accord qu'ils puissent continuer leurs activités, mais en respectant les lois du pays. Et nous étions contents d'apprendre qu'il y a une équipe de l'administration qui cherche à se déployer sur le terrain pour aller régulariser ce qu'il faut avec les communautés, avec l'environnement. On ne peut qu'en être fier. Mais attention, il faudrait que cela se passe aussi dans le respect des prescrits du Code forestier et ses mesures d'application. L'accord des clauses sociales, c'est vrai, c'est un document, dedans on a les engagements pris par les partis, la société et la population. Mais pour qu'on en arrive, il y a bien des préalables. Il faut qu'il y ait des plans de gestion clairs qui démontrent la zone où on veut exploiter la forêt, les assiettes annuelles de coupe, il faut qu'il y ait les cartes des premières assiettes annuelles de coupe, il faut qu'il y ait l'estimation du volume du bois qu'on veut couper dans ces assiettes-là. Parce que c'est ça qui fait l'objet de l'accord de clause sociale. Au cas contraire, on ne peut pas hasarder aller sur le terrain signer un accord de clause sociale sans la base prévisionnelle qui est le fonds de développement local et qui est calculé en fonction des assiettes annuelles de coupe, de l'espace où on veut exploiter la forêt. Donc attention, attention à ceux qui veulent partir, ils doivent bien se munir des préalables. Au cas contraire, cela partira de l'illégalité en l'illégalité. Grâce à l'appui de la société civile environnementale, le secteur forestier congolais bénéficie d'une attention particulière pour une gestion durable des ressources forestières du pays. Vous l'aurez compris que le gouvernement doit donc prendre le taureau par les cornes, comme on dit, pour gérer de façon durable les ressources forestières du pays, car la vie de toute l'humanité en dépend. Malgré la crise sanitaire, l'insalubrité, les érosions se portent bien dans la ville-province de Kinshasa. Plusieurs communes de la ville sont en proie à des têtes d'érosion qui emportent tout sur leur passage, sans compter les tas d'immondices qui pullulent et polluent la capitale congolaise. Notre équipe de reportage est passée dans les communes d'Engaliema et Kintambo pour faire le constat. Muriel Makessé et Landry Nyangui ont tourné les images que voici. Nous sommes dans la commune d'Engaliema, précisément sur l'avenue de l'école, où les habitants du coin font face à l'avancement dangereux de cette érosion qui ravage tout sur son passage, où le mur des clôtures et habitations risque de se voir rayé de la carte de la ville de Kinshasa lors des prochaines pluies. Depuis le 4 novembre 2019, apprend-on ici, les corps du génie civil avaient lancé les travaux avant que les chantiers ne soient abandonnés, ont déclaré les habitants du quartier que nous avons approchés. Le lancement des travaux, disons, de réhabilitation de ce tronçon a été lancé il y a au moins 9 mois. Mais dommage que jusqu'à aujourd'hui, les travaux ne sont pas achevés. Il s'agit d'une compagnie de l'armée congolaise qui était venue un moment ici. On les avait posé la question, qu'est-ce que vous voulez faire? Ils ont dit que nous voulons réhabiliter cette route. Ce n'était pas en très mauvais état en soi, mais ils sont venus, ils l'ont fait, ils ont détruit le béton qu'il y avait ici, le béton armé, et puis ils ont commencé par construire le caniveau. Après le caniveau, ils ont abandonné le travail. Quelques temps après, ils reviennent encore, ils font quelque chose, ils abandonnent. Et entre-temps aussi, quand il pleut abondamment, la pluie emporte presque toute la terre qui était sur le sol, qui était déjà le tapis de la route. Et après, ils reviennent encore, ils remettent. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait déjà 9 mois, ils continuent toujours à répéter les mêmes erreurs. Et quand on leur pose la question pourquoi les choses s'arrêtent, ils disent que le gouvernement ne leur donne pas l'argent. Est-ce réellement c'est cela? Et si réellement c'est ça la raison, pourquoi les autorités ne s'y impliquent pas? Alors, ils auraient mieux laissé même cette route dans l'état qu'il était avant, au lieu de détruire, de démolir pour ne rien faire ou abandonner le travail. Et c'est nous, les pratiquants de cette route, qui sommes bloqués. Voilà toutes ces servitudes,
toutes les portes qui se servent de cette route, on ne peut plus évacuer avec les véhicules, on ne peut plus faire quoi que ce soit. Alors, et puis, vous voyez vous-même l'état, c'est déjà de l'érosion qui avance et nous demandons aux autorités de veiller à ça, sinon le lendemain, c'est toute l'avenir qui sera partie dans la rivière. Quant à la justice, le chef de l'État, il a bien initié l'idée de reconstruire la justice congolaise. C'est l'occasion de prendre, disons, de s'occuper de questions comme celle-ci. Qu'on poursuive les gens, soit s'ils ont bouffé de l'argent, qu'on poursuive les gens qui ont bouffé cet argent, qu'ils remettent ça et qu'on réhabilite les choses comme il faut. Les malheurs ne venant jamais seuls, dit-on, l'érosion commence à se transformer en une poubelle géante où toutes les ordures de ménage environnants y sont jetées, dégageant une odeur nauséabonde, dangereuse pour la santé des riverains, surtout pendant cette période de Covid-19. Face à l'impuissance des autorités municipales qui ne prennent aucune initiative locale, les habitants manifestent leur mécontentement. Ça fait belle lurette, il y a cela 6 mois déjà, depuis qu'on a commencé la route. Nous voyons justement l'érosion, la route n'est pas finie. Nous ne comprenons pas, est-ce que les travaux vont continuer? Quand ils ont commencé les travaux, la situation vraiment de la route était un peu bien. Et ils ont travaillé, les engins aussi sont là. On ne comprend pas. Les travaux ont eu fin sans suite. On ne comprend pas qu'est-ce qu'on peut faire pour la route, parce que c'est la route qui mène vers la station, soit centre militaire, et en bas comme ça, justement au pont. C'est une affaire de 500 mètres. Les engins sont là, mais génie militaire ne sait pas terminer ou achever la route. Parce que ezalaki nango mwa bien ezalaki tomoni gouvernement bayesa mosala kota liboso kuna ezalaki mwa mabe bukanaki ba quelque part wana nde ezalaki ya kobukana. Après baye obongisa nzela tosepeli parce que mituko ndoleka na difficulté place wana. Mais directement bandi mosala bien tosepeli bakata ba mosala batika tala ezalaki mukie mbula bandi babeta tala ne érosion salemi. Quand le président passait ici tous les jours, on a vu brusquement les militaires sont venus démolir la route. La route était un peu bonne, hein? Maintenant pour nous, il n'y a plus moyen de faire entrer les véhicules. S'il faut garder les véhicules, c'est le voisin. Je ne sais pas si lui-même le président connaît. Parce que grâce à lui, qu'on avait vu que on est en train de travailler sur les programmes du 100 jours. Mais tout est abandonné, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il y a des érosions qui commencent maintenant là-bas. Ils peuvent venir pour terminer, mais si ça reste comme ça seulement, bon, vraiment c'est pitié. On ne sait pas comment nous les zones devaient sortir d'ici. Et là où auparavant c'était acquis bien. Tant que les Chinois ça pont. J'espère que après ces derniers temps, nous savons que le génie militaire fait un bon travail parce que le pont Lundaboulou, c'est le génie militaire qui a travaillé. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous ne comprenons rien du tout. Donc il ne passe plus. Il ne passe plus. Nous demandons, non, on va le lendemain, après-demain, dans une semaine. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien du tout. Au gouvernement doit prendre des choses de sérieux. Hein? On doit prendre des choses de sérieux. Les gens ne vivent pas comme ça. Dans d'autres choses, ce n'est pas comme ça. Hein? Quand on engage quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Vous abandonnez la route comme ça, il y a des villas comme ça. Nous ne sommes pas à la cité quand même. Nous sommes dans un quartier résidentiel. À ces tableaux sombres de ces quartiers, visiblement oubliés par les autorités provinciales, vient s'ajouter la dégradation continue de la principale route du coin. Difficile pour les habitants du quartier de se déplacer. Le seul moyen de transport reste la moto. Il convient de noter que la lutte contre les érosions nécessite d'importants moyens financiers que les gouvernements peinent parfois à mobiliser. L'abandon des travaux amorcés constitue également un danger pour les habitants qui, malheureusement, sont les premiers à jeter les immondices dans les chantiers abandonnés qui se transforment en dépotoirs. Voilà, c'était donc là l'état de notre environnement et c'est dans les communes de Ngaliema et Kintambo avec Mireille Makese et Lanzoun Nyangi.
Nous vous avions proposé dans cette émission les conséquences du réchauffement climatique avec une augmentation d'1 degré de 2, 3, 4, 5, voire 6 degrés Celsius à travers la planète Terre. Plus les gaz augmentent en quantité, plus ils retiennent de la chaleur, ce qui transforme radicalement le climat partout sur la Terre. Gaz carbonique, méthane, protoxyde d'azote, ozone, la Terre est donc envahie par ces différents gaz qui appauvrissent bien sûr la couche d'ozone et réchauffent notre planète Terre. Je vous propose de regarder cet extrait du documentaire intitulé « Quelques degrés de plus » avec les experts de National Geographic Channel. Regardez. Ces incendies de forêt sont déjà très graves. Mais les spécialistes du climat prédisent qu'ils ne feront qu'empirer au cours des 30 prochaines années. Et les choses ne s'arrêtent pas là. Le réchauffement de la planète, ce n'est pas seulement une augmentation de la température, c'est aussi un changement radical dans le fonctionnement de la Terre. Il peut y avoir des sécheresses à certains endroits et des inondations ailleurs, voire une succession de sécheresses et d'inondations dans la même région. Depuis des années, Mark Linas compile les données des modèles climatiques pour comprendre dans quelle mesure chaque degré de plus menace notre planète. Les gens ont du mal à visualiser les conséquences futures du réchauffement climatique. Je veux les aider à saisir cette réalité. Ce n'est pas évident de comprendre comment les gaz d'échappement de votre voiture vont provoquer la fonte d'un glacier dans l'Himalaya 50 ans plus tard. Si les spécialistes estiment que la température moyenne pourrait augmenter de 6 degrés Celsius au cours des 100 prochaines années, l'avenir n'est pas pour autant gravé dans le marbre. Même une légère variation de la température de la Terre, 6 degrés seulement, pourrait avoir des conséquences extrêmes. Une variation de 6 degrés du jour au lendemain fait partie des fluctuations météorologiques normales. S'il fait 6 degrés de plus demain, je sortirai en Bermuda. Mais à l'échelle mondiale, 6 degrés de moins représentent la différence entre aujourd'hui et la dernière période de glaciation il y a 18 000 ans, quand les calottes glaciaires arrivaient à peu près jusqu'à Oxford et mesuraient par endroits plus d'1,6 km d'épaisseur. Avec 6 degrés de moins, la Terre replongerait dans l'âge de glace. Et avec 6 degrés de plus. Les tout premiers changements auraient lieu bien au-dessus de notre planète. L'atmosphère est une zone tampon entre la surface de la Terre et l'espace. Elle est composée pour un faible pourcentage de gaz à effet de serre, ou GES, un cocktail de vapeur d'eau, de gaz carbonique, de méthane, de protoxyde d'azote et d'ozone. Ces gaz forment un dôme au-dessus de la planète, retenant juste assez d'énergie solaire reflétée par la surface terrestre pour maintenir des températures propices à la vie. Mais plus ces gaz augmentent en quantité, plus ils retiennent la chaleur, ce qui transforme radicalement le climat partout sur la Terre. Depuis 250 ans, les émissions de GES n'ont cessé d'augmenter à mesure que nous ne cessons de consommer de plus en plus d'énergie. Le CO2 est le prix caché que nous payons. Dégagé par l'énergie qui fait fonctionner tous nos appareils modernes, le gaz carbonique s'élève dans l'atmosphère. Il est dans l'air que nous respirons. Aujourd'hui, il y a 383 cm3 de CO2 pour 1 m3 d'air. Cela peut paraître infime, mais plus la quantité de CO2 dans l'air augmente, plus la température moyenne de la planète grimpe. Doublons les quantités de CO2 dans l'atmosphère et nous courons à la catastrophe mondiale. Le niveau dangereux est de 450 parties pour 1 million, 450 ppm, et on est déjà à plus de 383 ppm. Réchauffer la température de la planète d'1 ou 2 degrés Celsius est extrêmement grave. On se contente de donner des estimations de ce qui se passera si on continue comme ça, et de montrer un certain nombre de schémas futurs possibles, dans l'espoir que les hommes choisiront le bon.
Choisir le bon scénario, c'est faire baisser les émissions de CO2. Les experts sont d'accord, ce ne sera pas facile. Mais tout espoir n'est pas perdu. Certaines solutions sont déjà en place. Beaucoup d'autres sont encore à l'étude. Comment allons-nous réagir? À quoi ressemblera notre planète si le climat se réchauffe d'1 degré, de 2, de 3 ou de plus encore? Sommes-nous prêts à courir ce risque? Si la Terre se réchauffe d'1 degré, la banquise de l'Arctique disparaîtra la moitié de l'année et le légendaire passage du Nord-Ouest sera ouvert aux navires. Dans le golfe du Bengale, des dizaines de milliers de foyers seront inondés. L'Atlantique Sud sera la proie de violentes tempêtes. L'ouest des États-Unis connaîtra des épisodes de sécheresse qui déclencheront des pénuries sur le marché mondial des céréales et de la viande. Voilà ce qui pourrait se passer avec 1 degré de plus. Avec 1 degré de plus qu'aujourd'hui, on pourrait voir apparaître de nouveaux déserts dans la moitié ouest des États-Unis. Toute la zone qui va du Texas à la frontière canadienne risque de devenir tellement aride qu'on ne pourra plus rien y cultiver. Dans l'ouest du Nebraska, les éleveurs dépendent des pluies de printemps de plus en plus capricieuses. Bruce Waller a besoin de 15 000 litres d'eau chaque jour pour ses troupeaux. On les ravitaille en eau depuis 20 à 25 jours, parfois 2 fois par jour. Celui-ci aussi est à sec. Après 7 années consécutives de sécheresse, les réservoirs sont à leur niveau le plus bas depuis un siècle. La survie du bétail est devenue une lutte quotidienne. Sans eau, les animaux meurent, comme nous. La région est tellement sèche que les pâturages sont épuisés bien avant la fin de l'été. La famille Waller est donc obligée de déplacer ses bêtes en permanence. Quand j'étais gamin, c'était bien plus vert. Il y avait plus d'eau. Aujourd'hui, certains cours d'eau s'assèchent pour la première fois. Et je sais que du temps de mon père, ça n'arrivait pas non plus. Comme tous les éleveurs, les Waller vivent en harmonie avec le temps et ses variations, s'appuyant sur un savoir qu'ils se transmettent depuis 6 générations. Ça nous a donné un léger avantage quand on était jeunes mariés et qu'on a voulu se lancer tout seul. Mais l'expérience acquise par le passé ne leur suffira peut-être pas dans un monde en plein réchauffement. C'est une mauvaise passe qu'on traverse en ce moment. Du moins, je l'espère. Ça deviendra très dur de continuer l'élevage si une grande partie des pâturages est inutilisable à cause du manque d'eau. Si on se retrouve avec un climat désertique, il n'y aura plus de bétail. Un réchauffement d'1 degré seulement pourrait transformer de nouveau les ranchs les plus fertiles d'Amérique en désert. Il y a 6000 ans, en effet, presque tout l'ouest américain faisait partie de l'immense désert qui recouvrait le continent. Suite à un léger glissement de l'orbite terrestre, le soleil d'été avait réchauffé légèrement toute la région, juste assez pour la métamorphoser radicalement. Aujourd'hui, seule une fine couche de terre arable recouvre le sable du désert, toujours caché à quelques centimètres de la surface. Il n'avait fallu qu'1 ou 2 degrés de plus pour que toute l'humidité s'évapore. Les années 1930 ont montré la fragilité extrême de la Terre. Si vous multipliez par 20 les conséquences du Dust Bowl, la grande majorité de l'ouest des États-Unis serait dévastée. Un seul degré de plus, et cette région d'élevage ne serait plus qu'un désert écrasé de chaleur.
Voilà, c'est donc par cet extrait du documentaire Quelques degrés de plus que nous bouclons cette émission RDC Environnement qui reviendra bien sûr la semaine prochaine. Nous le disons toujours, prenez soin de vous, mais surtout, prenez soin de votre environnement. Cet environnement qui ne doit pas brûler parce que s'il brûle, c'est nous tous qui allons brûler. Merci à Céline Boumba, merci à Geneviève Mizegele, merci à Landrine Nyangi, Mireille Makiese, Michel Wangi et Patience Vumilia. Merci également surtout à Guillaume Mouzembe de Gonzague et à vous tous, madame et messieurs, qui avez suivi cette émission. Comme nous l'avions dit, elle reviendra la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Nous serons grés vous retrouver. Au revoir et à très bientôt.